Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité religieuse, le jeudi soir avec un nouvel horaire. Cette saison, 21h45 avec ce premier numéro. On va évoquer l'affaire Bonne Maison, ce médecin soupçonné d'euthanasie active. On en parle tout à l'heure avec nos invités, le docteur Xavier Mirabel, président de l'Alliance pour les droits de la vie, et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Mais on commence avec cette nouvelle étape dans le dialogue entamé à l'initiative de Benoît XVI en 2009 entre le Saint-Siège et la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui, je vous le rappelle, est en rupture avec Rome depuis 1988. Hier, le cardinal Levada, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a rencontré pendant plus de 2 heures le supérieur général des lefévristes, Monseigneur Bernard Felet. Alors, comme l'affaire est compliquée, on va essayer d'être très précis. Hier, le Vatican a soumis à la fraternité un préambule doctrinal en vue de son retour à la pleine communion. Le document est resté secret, mais selon un communiqué du Saint-Siège, ce texte mentionne des principes doctrinaux nécessaires pour garantir la fidélité au magistère de l'Église, texte que la fraternité devra accepter avant d'aller plus loin dans les discussions. Le Saint-Siège précise toutefois qu'il reste ouvert à une légitime discussion quant à l'étude théologique d'expression ou de formulation de Vatican II. Voilà pour être précis. De son côté, Monseigneur Felet a déjà annoncé qu'il allait consulter ses proches collaborateurs avant de prendre une décision. Voilà pour l'essentiel. Le Père Armogat vous donnera l'interprétation de cette info tout à l'heure dans sa chronique. On le retrouve après le journal. La fraternité Saint-Pédis qui s'était déjà fait remarquer cette semaine en qualifiant la prochaine rencontre d'assises de foire des religions. Ce sera pourtant l'un des grands temps forts de l'automne. Le 27 octobre prochain, Benoît XVI invite les responsables des religions du monde à prier dans la ville de Saint-François, 25 ans après la journée mondiale de prière pour la paix convoquée par Jean-Paul II. Et vous allez le voir sur ces images, c'est dans le sillage de l'Esprit d'Assise que la communauté Sant'Egidio organise chaque année dans une ville différente, une rencontre interreligieuse pour la paix. C'était à Munich cette semaine. 300 responsables religieux ont lancé un appel au dialogue, l'arme la plus intelligente contre la terreur, avec en toile de fond bien sûr le terrorisme et le triste anniversaire des attentats du 11 septembre. Jean-Pierre Denis, vous étiez à Munich cette semaine. Qu'est-ce que vous retenez? Quelle image vous retenez de cette rencontre? Vous voyez, je ne peux pas ne pas faire le rapprochement avec l'information précédente. On est ici, je crois, exactement au carrefour du pontificat et peut-être au cœur de la contradiction de ce pontificat, parce que d'un côté, on a la fraternité Saint-Pédis qui dit « foire des religions » quand il y a une rencontre entre les responsables religieux de toutes les grandes traditions, alors même que le pape Benoît XVI, après Jean-Paul II, encourage ces rencontres et qu'il en organise une lui-même. Alors, est-ce qu'on peut avoir une Église qui, à la fois, encourage le dialogue entre les religions et de l'autre, accepte de faire rentrer des personnes qui disent « foire des religions », ben là, on est vraiment, à mon avis, à un moment clé du pontificat. Est-ce qu'on pourra concilier l'inconciliable, ou j'allais dire réconcilier l'irréconciliable? Là, on aimerait vraiment savoir ce qu'il y a dans ce document, c'est vrai. Affaire à suivre en tout cas. Une semaine marquée bien sûr également par le douloureux souvenir du 11 septembre 2001, il y a tout juste 10 ans, avec de multiples commémorations religieuses à travers le monde. Est-il possible aux hommes de pardonner? C'est ainsi que l'archevêque de Paris a ouvert son homélie dimanche à Notre-Dame de Paris lors d'une messe en mémoire des victimes des attentats et à l'intention de leurs familles. Messe célébrée à la demande de l'ambassadeur des États-Unis en France. Devant notre caméra, le cardinal André XXIII a une nouvelle fois condamné le terrorisme. On regarde. La violence terroriste n'est pas une manière humaine de gérer les relations internationales, pas plus que la violence n'est une manière humaine de gérer les relations entre les gens. Et donc cette propension qui s'est répandue depuis quelques dizaines d'années d'utiliser le terrorisme aveugle comme un mode d'expression soi-disant politique est une aberration. Devant la raison humaine, il n'y a aucun raisonnement justificatif. Et d'autre part, c'est en plus un blasphème de mettre ce type d'action sous le patronage de Dieu qui n'a rien à voir avec ce genre de problématique.
Un tout autre sujet maintenant. 10 jours après la rentrée des classes, coup de projecteur sur l'enseignement catholique où sont scolarisés plus de 2 millions d'élèves. Chaque année, les effectifs sont en hausse. Mais avec la réforme de l'éducation nationale et la réduction du nombre de fonctionnaires menée par le gouvernement, l'enseignement catholique doit également faire face à de nombreuses suppressions de postes. Les conséquences sont plus ou moins lourdes selon les régions. Reportage dans le département de la Mayenne. Cette petite école de l'enseignement catholique de 3 classes a fermé à la rentrée. La Mayenne n'est en effet pas épargnée par les suppressions de postes, 14 rien que pour la rentrée 2011. Du coup, l'enseignement catholique a dû fermer 5 classes sur le département. La crainte, c'est l'engrenage. La majorité de nos écoles sont des écoles de 4, 5, 6 classes. À partir du moment où dans une école de 3 classes, vous fermez une classe, eh bien, il y a un point d'alerte sur l'école, donc nous sommes très attentifs. Dans un territoire extrêmement rural, supprimer une école, c'est extrêmement douloureux et ce n'est pas toujours facile pour les familles de scolariser leurs propres enfants dans un autre établissement scolaire de notre réseau. Malgré ces difficultés, le réseau de l'enseignement catholique reste dynamique et multiplie les innovations. Après Empaille, à 60 km au nord-est de Laval, le dispositif Passerelle a vu le jour début septembre. Ici, les enfants sont accueillis dès l'âge de 2 ans. Au bout de 6 mois, selon leur maturité, ils peuvent intégrer la maternelle. C'est une adaptation à l'école et vraiment favoriser la transition famille-école. Quand on commence à 2 ans, on en a pour plus de 20 ans d'école. Donc c'est vrai que ce premier regard qu'on peut avoir sur l'école est quand même important. Donc en fait, on a fait ce choix de leur offrir un accueil adapté. Une initiative qui fonctionne et qui permet à l'enseignement catholique de toucher un public divers. Oui. L'école publique, oui, mais ils prennent les enfants qu'à partir de 3 ans. Et donc les 2 enfants sont de début d'année, donc sinon ça faisait rentrer les enfants qu'à l'âge de 4 ans. Je pense qu'ils resteront, oui, à Saint-Joseph, puisqu'ils se sont bien intégrés et que voilà, ils auront pris leurs repères. Donc les repères étant faits, on continuera ici. Une présence de l'enseignement catholique plébiscitée en Mayenne, puisque 40% des élèves y sont scolarisés. Reste à espérer, et c'est la crainte des enseignants, que les suppressions de postes n'altèrent la qualité du projet pédagogique et humain. En cette période de crise économique et financière et à quelques semaines du prochain G20 qui se déroulera à Cannes, plusieurs associations chrétiennes s'attaquent à l'évasion fiscale. Ce sont, selon le CCFD et le Secours catholique notamment, les paradis fiscaux privent les États de près de 125 milliards d'euros par an. Les explications de François Soulage et Guy Orange. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut redonner de la morale aux mécanismes financiers et par là redonner la possibilité par un poids d'opinion publique aux entreprises et notamment aux responsables d'entreprises de dire écoutez, on est là pour produire des richesses, on n'est pas là pour produire de l'argent. Il y a des réticences à 2 niveaux. Première réticence au niveau de l'argent, oh là là, on touche l'argent, ça c'est pas clair, c'est pas catholique. Ou deuxièmement, en engageant ce travail sur les paradis fiscaux, vous faites de la politique. Oui, l'argent est un outil qui peut faire le meilleur comme le pire. Oui, la politique, au sens très large du terme, bien sûr, est le lieu de la construction du royaume. C'est le lieu de la construction de la justice. Donc il nous faut, auprès de l'opinion catholique, mais plus largement qu'elle, décomplexer, montrer que ces réticences par rapport à l'argent et par rapport aux politiques ne sont absolument pas justifiées au regard de la foi, au regard de l'annonce de la bonne nouvelle. Et puis pour finir, un anniversaire, celui des sapeurs-pompiers de Paris qui fêtent ce week-end leurs 200 ans, une brigade prestigieuse qui a choisi d'associer la prière de l'église à cet anniversaire. Dimanche, une messe d'action de grâce sera célébrée à Notre-Dame de Paris. En attendant, je vous propose de rencontrer l'aumônier de la brigade. Le rôle d'un aumônier au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est tout simplement d'être le représentant de son culte au sein de cette unité de pompiers militaires, ce qui en fait sa spécificité. Donc pourquoi je dis le représentant de son culte? Puisque nous avons les 4 grands cultes reconnus qui sont présents au sein de la brigade. Maintenant, ce qui fait la spécificité de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'est que le pompier, le militaire de la brigade est confronté tous les jours à la misère, est confronté tous les jours à la détresse humaine et donc lui donne une sensibilité supplémentaire qui en quelque sorte peut le rendre plus réceptif à l'empathie montrée par le Christ pour l'humanité dans son ensemble.
Et cette messe pour le bicentenaire de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris est à suivre sur notre antenne à partir de 9h25, dimanche en direct depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis tout de suite, la chronique du père Jean-Robert Armogat qui a choisi de revenir sur les discussions entre le Saint-Siège et la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Il faut se réjouir sans arrière-pensée des efforts déployés pour surmonter le schisme lefévriste. Et cela pour deux raisons. D'abord parce que le siège de Rome est le siège de l'unité. Et le pouvoir du pape, disait-on, dès la fin du 1er siècle, est de présider à la charité dans l'unité. En second lieu, c'est une bonne chose pour une raison un peu paradoxale, parce que les intéressés ont naguère encore pris leur distance par rapport à l'unité des chrétiens. Mais ils en bénéficient, et la manière dont les partisans de Monseigneur Lefebvre seront accueillis crée un précédent favorable à l'ouverture écuménique. Un petit nombre de fidèles anglicans ont pu ainsi être accueillis, et on peut souhaiter que des solutions identiques ou analogues puissent être proposées à d'autres communautés séparées de l'Église romaine. L'Église est toujours en croissance comme un organisme vivant. En 2000 ans d'histoire, bien des dérives se sont produites qui ont abouti à des divisions. Mais le maintien ou la création d'églises de rite oriental a montré la faculté d'adaptation de l'Église romaine à des situations nouvelles. Les jeunes églises missionnaires ont aussi bénéficié de ce souci d'inculturation, cher à Pie XII, et dont Marcel Lefebvre fut, en Afrique, il y a 50 ans, un artisan actif et efficace. Ouvrir une discussion légitime sur certains points d'interprétation du dernier concile est donc une heureuse initiative, car chacun des 20 conciles précédents a eu son lot de contestataires et de laissés-pour-compte. On peut imaginer que les questions disputées puissent être réouvertes par une discussion légitime. Et une forme adéquate d'organisation peut alors être proposée qui préserverait une certaine indépendance doctrinale et disciplinaire de ces communautés et églises. Il est trop tôt pour juger des résultats. Mais on peut déjà se réjouir de cette vitalité de l'Église romaine pour gérer les différences et pour chercher, avec obstination, les chemins de l'unité. Merci Père Armogat. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Les 30 lieux à ne pas manquer à l'occasion des journées du patrimoine dans Pèlerin. Coup de projecteur sur le patrimoine sacré méconnu. Pèlerin qui s'intéresse également à la rentrée du caté. Témoignage chrétien qui fait sa une sur une autre rentrée, la rentrée littéraire. Un fast-food littéraire selon TC qui s'intéresse également au prochain voyage du pape en Allemagne. Pour l'hebdo, Benoît XVI est attendu de pied ferme. Le gender démasqué pour famille chrétienne. En laissant entrer la théorie du genre dans les manuels scolaires, le ministre de l'Éducation nationale s'est attiré les foudres des psys, des politiques et de l'Église, selon l'hebdo. Et puis les moines de Tibérine à la une de La Vie, après de nouvelles révélations qui accusent les services secrets algériens dans l'assassinat des religieux français. Par ailleurs, l'hebdo revient sur cette fronde de 300 prêtres autrichiens qui ont lancé un appel à la désobéissance. L'Église a aussi ses indignés, selon La Vie. Tout de suite, notre dossier. Alors avant de commencer le dossier, je vais donner la parole à Jean-Pierre Denis. J'ai peut-être fait une erreur dans la revue de presse. Si vous me permettez juste une remarque, l'un des résultats de notre enquête, c'est de montrer qu'en réalité, ils ne sont pas 300. Et c'est-à-dire qu'il y a une fois de plus un effet de loupe grossissante des dépêches d'agence, ce qui ne veut pas dire que le problème qui est posé n'est pas un problème réel, mais juste qu'il a été un peu voilà, c'est pas trop disproportionné. Ne sont pas 300, c'est moi qui l'ai dit. Hein, non, c'est les dépêches d'agence qui l'ont dit et on est allé premièrement vérifier ce chiffre. Mais je ne vous citais pas en tout cas dans la revue de presse. Le Conseil de l'Ordre a donc confirmé cette semaine sa plainte contre le docteur Bonnemaison, soupçonné d'euthanasie active sur 7 patients. Ce médecin de Bayonne risque en théorie la réclusion criminelle à perpétuité. On en parle dans notre dossier avec Xavier Mirabel, docteur Xavier Mirabel, président de l'Alliance pour les droits de la vie et d'SOS Fin de Vie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis, vous l'aurez remarqué, Jean-Pierre Denis sur ce plateau de La Vie. Docteur, cette affaire, elle date quand même du mois d'août, ça fait un moment qu'on en parle. Qu'est-ce que vous retenez du développement de cette affaire? Une nouvelle affaire dite d'euthanasie. Est-ce que c'est le cas?
Je retiens d'abord l'étonnement d'une médiatisation aussi intense, alors que sans doute des dérapages médicaux existent régulièrement par-ci ou par-là. Et je pense que la puissance de la médiatisation au cœur de l'été n'est pas innocente et qu'il y a sans doute certains qui ont trouvé intérêt à faire grand éclat de cette affaire. Deuxièmement, au départ, on nous annonce 4 morts, maintenant 7. On est manifestement devant une affaire qui est plus compliquée que la façon avec laquelle elle a été présentée initialement. C'est sans doute pas une affaire d'euthanasie, c'est plus complexe que ça. Et ensuite, manifestement, il y a des gestes répétés avec la fréquence, le nombre de répétitions traduit quand même probablement une difficulté sous-jacente de ce soignant par rapport à son exercice professionnel. Et je pense que ça doit être regardé en priorité par à la fois les médecins et les magistrats. Ce n'est pas une affaire d'euthanasie, dites-vous? Ceux qui revendiquent l'euthanasie revendiquent ça comme une liberté, en disant au fond c'est la demande des personnes. Or, de ce que l'on sait dans l'affaire de Bayonne, après on peut peut-être découvrir des choses, mais en tout cas de ce que l'on sait, des personnes âgées sont amenées aux urgences et elles sont euthanasiées alors qu'elles ne sont ni en fin de vie, ni particulièrement souffrantes, en tout cas pour certaines d'entre elles, ni demandeuses d'aucune forme d'euthanasie, ni leur famille. Donc on est bien sur un autre volant, sur une autre réalité, c'est pas la même. Et je trouve d'ailleurs assez étonnant au fond de voir certains qui sont des militants de l'euthanasie, je partage pas leurs convictions, mais enfin au moins on peut reconnaître leur engagement militant. C'est très étonnant de les voir s'approprier cette affaire Bonne Maison, alors qu'au contraire, me semble-t-il, ma première réaction à leur place aurait été plutôt de dire oulala, méfiance, parce que au fond, il ne s'agit pas du tout de ce qu'on demande. Et si on valide ce que nous dit-on il s'est passé, on va beaucoup plus loin et évidemment, moi il me semble qu'au fond ça révèle un des dérapages ou une des conséquences vers laquelle nous mènerait une législation euthanasique qui nous mènerait vers cette pulsion de proposer la mort comme réponse face à différentes formes de détresse, qu'elles soient de souffrance physique ou d'autres difficultés. C'est intéressant ce que vous dites, docteur. Jean-Pierre Denis, qu'est-ce qu'elle révèle pour vous, cette affaire ? En réalité, j'ai fait le même constat. Ça m'a même frappé de voir que c'était, au fond, la plus mauvaise cause possible pour les partisans de l'euthanasie. Parce que c'est vrai qu'ils nous disent, ils nous répètent, laissez-nous obtenir ce qu'ils appellent notre dernière liberté. Autrement dit, laissez-nous le choix de mettre fin à nos jours si nous ne voulons plus vivre et au nom de quoi vous allez nous obliger à vivre. Et si nous voulons mourir, laissez-nous mourir. Et ils demandent même à l'État, j'allais dire au service public, de mettre fin à leur jour si telle est leur demande. Je ne dirais pas leur bon plaisir, évidemment, parce qu'il faut traiter ces affaires avec gravité, mais si telle est leur demande. Or là, ce qui se passe, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement les détails de l'affaire, mais il y a une chose que l'on sait, c'est que les familles n'ont pas demandé à ce que ces personnes âgées soient euthanasiées. Quant aux intéressés, ils l'ont encore moins demandé. Donc on est vraiment dans le cas contraire dans la preuve, je dirais, dramatique, qu'on n'est pas dans une revendication de liberté, mais qu'en fait, pour certains, on va bien au-delà, et c'est effectivement ça qui serait très inquiétant, c'est-à-dire d'une décision d'euthanasie qui est une marque du coup de toute puissance, qui est faite en dépit de l'absence de demande des victimes ou des familles, ou des intérêts des victimes, pardonnez-moi l'expression qui choquera peut-être, en tout cas des intéressés, des personnes ou des familles. Donc là, je trouve que c'était un très mauvais exemple, et j'étais très étonné de voir que certains journaux, d'ailleurs des confrères, ont fait des éditoriaux en disant « Cette affaire a le mérite de poser enfin une nouvelle fois le problème de l'euthanasie qu'on ne veut pas aborder en France ». Eh ben, ils auraient mieux fait d'attendre une autre occasion. Ou alors, si c'est ça l'euthanasie que certains veulent poser, à ce moment-là, qu'on le dise clairement, et qu'on mette le débat sur la table, il n'est pas du tout celui de la liberté et de la demande de mort, il est beaucoup plus large, au fond, il est celui d'une toute-puissance, comme vous le disiez fort justement, sur la vie, je crois que certains revendiquent. Rappeler qu'il y a au fond 3 cas de figure, en gros 3 grandes cas de figure. Il y a, je dirais, le débat sur l'euthanasie en disant une personne dans une extrême souffrance demande à ce qu'on mette fin à ses jours. Alors on peut être pour, on peut être contre. Ça c'est le premier point. Il y a le deuxième cas de figure qui est le suicide assisté. C'est-à-dire, moi j'ai décidé que je ne veux plus vivre et je demande, c'est mon droit, je demande à ce qu'on mette fin à mes jours. Et puis il y a ce troisième cas de figure qui est de dire, vous n'avez rien demandé, mais c'est pas grave, on a décidé pour vous.
Et ça, d'ailleurs, c'est déjà arrivé dans le débat, et ça n'a pas suscité beaucoup de réactions, mais la mère de Vincent Humbert, à un moment donné, a dit dans une affaire assez récente, en disant il faut que les enfants qui ne veulent plus cette souffrance, et même ceux qui ne demandent rien, eh bien, il faut mettre fin à leur jour. Donc on voit bien les dérives possibles, au contraire, de ce... Alors comment on explique que les familles n'ont pas encore porté plainte? Les familles n'ont pas encore porté plainte. D'après nos informations, il va y en avoir qui portent plainte très prochainement. Alors, d'accord. Donc certaines familles vont porter plainte. C'est ce que disent des personnes tout à fait proches de ces familles. Bon. Elles ne portent pas plainte parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de ce qui va se passer au plan médiatique. On a vu cette affaire que je trouve profondément choquante, mais on a vu une espèce d'acquiescement général de l'ensemble des médias, de l'ensemble de l'opinion. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. C'est comme ça que nous a été présenté. Oser aujourd'hui aller remettre en cause le docteur Bonnemaison, qui a été présenté largement comme quelqu'un d'humain, etc., qui est peut-être d'ailleurs sans doute, ça n'empêche pas. On peut avoir chacun une forte ambivalence dans nos pratiques, dans nos attitudes aussi. En tout cas, les familles, elles ont peur et c'est bien compréhensible. Donc, il faut peut-être un peu de temps. Il faut peut-être aussi sans doute que l'affaire retombe un petit peu pour que la justice puisse quand même nous donner un éclairage, parce qu'il me semble que c'est évidemment nécessaire. Là aussi, je trouve ça très intéressant. Certains voudraient dédouaner par avance le médecin. Il serait comme James Bond, il aurait le droit de tuer sans que personne n'ait le droit de dire quoi que ce soit. Mais bien au contraire, il est heureux que la justice puisse regarder en vérité les faits. Et dans l'histoire des récentes affaires d'euthanasie, la justice a été toujours extrêmement prudente. Et quand elle a condamné, elle l'a fait avec beaucoup de prudence et en prenant vraiment en compte les situations particulières, les souffrances et les difficultés des soignants, les souffrances et les difficultés des familles ou des personnes elles-mêmes. Donc je pense que c'est une bonne chose, qu'on peut faire confiance à la justice. Et là aussi, à chaque fois qu'on l'a fait, elle nous a révélé au fond les dessous des affaires et ça nous a permis de comprendre ce qui s'était joué, ce qui est important pour que ça ne recommence pas. Je veux dire, des personnes âgées sont amenées aux urgences, elles sont tuées. Comment voulez-vous qu'on puisse fonctionner comme ça tous les jours? Des centaines de familles en France amènent leurs parents ou leurs familles aux urgences parce qu'ils se sentent mal et se portent mal. On espère tous qu'ils vont être soignés, quoi. Donc il faut absolument comprendre. Les patients potentiels de cette région, de cet hôpital à Bayonne, comment ils réagissent quand ils entendent des affaires comme ça, par exemple là? Est-ce que vous avez des informations sur la mentalité un peu, enfin, ou l'état d'esprit plutôt des patients à l'hôpital? Il y a des patients qui se sont inquiétés, des familles qui sont inquiétées. Il y a d'ailleurs un homme qui aujourd'hui relit l'histoire de son père amené dans ses urgences, pris en charge par le même médecin il y a quelques mois et qui s'interroge: que s'est-il passé réellement pour mon père? Et au fond, la question, elle émerge naturellement. Peut-être qu'il ne s'est rien passé de particulier, mais en tout cas, cet homme aujourd'hui a perdu confiance dans ce qui s'est passé. Et on imagine que c'est la même situation pour d'autres qui aujourd'hui seraient amenés à aller dans cet hôpital. Donc au fond, je crois que c'est grave aussi, parce qu'une société comme la nôtre ne peut vivre dans une relation entre soignants et soignés qui ne soit qu'une relation de confiance. Sinon, si on est dans une relation de rapport de force et tout, enfin bon, au secours, quoi. Et au fond, ça abîme profondément, des histoires comme ça, là, elles abîment profondément la confiance. Donc c'est vraiment important qu'on puisse reconstruire sur des bases solides. Et après, on regarde en vérité ce qui s'est passé avec le docteur Bonnemaison, et s'il doit être sanctionné d'une façon ou d'une autre, il le sera. Au secours, Jean-Pierre Denis, disait à l'instant le docteur Mirabel. Oui, c'est évidemment potentiellement très inquiétant. Ce qui est par contre très rassurant, c'est de voir que le Conseil de l'ordre au niveau national prend ses responsabilités. C'est vrai, entre nous, que je vois mal comment il aurait pu ne pas le faire. Alors c'était assez intéressant. D'ailleurs, on a vu à l'échelon local le Conseil de l'ordre refuser de porter plainte. On imagine qu'il y a des liens, et c'est normal aussi, des liens d'amitié personnelle, de connaissance. C'est très difficile de porter un jugement. L'affaire au niveau national a fait l'objet voilà, le Conseil de l'ordre a fait son travail, et je crois que ça, pour le coup, c'est très rassurant et c'est aussi très éclairant. Et voilà, ça serait bien que ce soit d'ailleurs davantage mieux relayé par les médias qui nous expliquent pourquoi le Conseil de l'ordre prend ses responsabilités. Là-dessus, d'ailleurs, sur ces hésitations du Conseil de l'ordre, enfin de ces deux juridictions, et finalement, le Conseil de l'ordre qui prend ses responsabilités, comme vous dites, c'est quelque chose qui vous a surpris, rassuré? Je pense, enfin, je suis rassuré. Je trouve normal que le Conseil de l'ordre au niveau national, effectivement, prenne la décision d'examiner la situation du docteur Bonnemaison sur le plan de l'ordre, et avec les conséquences éventuelles qui pourraient s'en suivre en termes d'interdiction d'exercice. Bon. En même temps, je vois bien aussi les difficultés que les médecins ont à juger leurs propres confrères. C'est très compliqué. Et donc, nécessairement, il y a des hésitations, des cafouillages, des conflits d'intérêts aussi par des amitiés, des proximités sur le plan local, qui font que, comme le
le propose le Conseil national de l'ordre, le jugement sera sans doute donné dans une autre chambre que la chambre locale pour justement se libérer un peu de ses poids et ses difficultés. Et là aussi, il s'agit de regarder les choses paisiblement et en vérité et de pas se voiler la face, quoi. Et puis, si effectivement ce médecin a déraillé, ce qui est possible, ce qui semble probable, qu'on évite que ça se reproduise pour le moins. Cela dit, je pense que le débat, on voit bien quand même, puisqu'on le disait, c'est une affaire qui devrait être fort peu emblématique de la cause de l'euthanasie. Néanmoins, il y a une mobilisation à l'occasion, au prétexte de cette affaire. Donc on voit quand même très bien, il faut être lucide, que ce débat va revenir. À mon avis, il reviendra tôt ou tard au Parlement. Il y a une pression, il y a une médiatisation, il y a, pourquoi ne pas le dire, un lobby qui agit en faveur de l'euthanasie. Et donc c'est un débat qui ne va cesser de revenir année après année et peut-être très prochainement. Dans les présidentielles et législatives, la question sera très probablement fera partie des enjeux des prochaines élections. Ce qui n'est pas forcément rassurant d'ailleurs pour la qualité du débat qui serait nécessaire, parce que l'affrontement politique n'est pas forcément le lieu où on peut le mieux aller analyser en profondeur les questions qui se posent, quoi. Et bien, en tout cas, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les deux et puis à très vite sur KTO.